Je m'appelle Albert-Louis Mathieu, je suis à la retraite depuis 20 ans, j'ai 79 ans et j'ai eu un parcours professionnel varié car au départ j'étais représentant et à la suite d'un plafond qui nous empêchait, quand on n'avait pas un diplôme de second cycle, d'avoir un poste à responsabilité, soit directeur commercial, soit chef des ventes. Je me suis inscrit à Dauphine en 68, où j'ai poursuivi mes études en séquence du soir, tout en travaillant, et j'ai obtenu une maîtrise de gestion. Et en cours d'études, l'administration et l'université n'avaient pas l'habitude, au début, de gérer des cours du soir, une organisation de salle, les examens. Et afin de permettre aux étudiants et à l'administration de comprendre les problèmes et de faire face à nos obligations, j'ai fondé l'association des salariés et étudiants de Dauphine, car chaque fois que je rencontre un problème, je cherche à le résoudre en étant actif et je ne reste pas à attendre les problèmes, que les solutions arrivent toutes seules. Donc, une fois que j'ai eu ma maîtrise de gestion spécialisée en finance et marketing, j'ai quitté la société où j'étais représentant pour entrer dans un cabinet de consultants en tant que responsable marketing. Et j'ai poursuivi mon doctorat en constatant que je n'étais pas fait pour être consultant, car donner des conseils et ne pas prendre part à la mise en pratique, je suis allé sur le marché du travail où je suis rentré comme délégué régional, c'est-à-dire directeur régional d'une société importante spécialisée dans le chauffage. Quand j'ai obtenu, au cours de cette période, dans cette société, j'ai été débauché par une société de surveillance qui vendait des prestations de gardiennage et de services pompiers et de télésurveillance, car c'était le début de la télésurveillance en France. La télésurveillance était un domaine spécialisé dans la sécurité bancaire. Je suis rentré comme directeur commercial de cette société. Les propriétaires ont vendu la société parce qu'ils avaient des problèmes de santé et qu'ils voulaient se libérer de la gestion de cette entreprise. Et cette société a été vendue à un groupe et je suis devenu le PDG de cette société de gardiennage de surveillance. J'ai obtenu mon doctorat et au sein du groupe, différents points de vue faisaient que j'ai souhaité quitter cette société et je suis rentré dans une autre société pour être responsable d'une filiale qui devait s'occuper de télésurveillance de cette entreprise. À ce moment-là, au bout d'un ou 2 ans, l'investissement était important et l'entreprise a renoncé à investir et je suis rentré dans une autre société, c'était Securipost, pour être responsable de la télésurveillance de la Poste, car à l'époque, la Poste voulait sécuriser tous les bureaux de poste qui étaient attaqués. Et c'est la raison pour laquelle la Poste a pris différentes mesures pour sécuriser leurs bureaux, comme les banques. C'était l'époque où on mettait des sas et l'époque où on sécurisait les salles de coffre. Et puis, quand je suis rentré ensuite dans une autre société, donc vous voyez, c'est assez chaotique, j'ai changé de société souvent. Ce n'était pas de l'instabilité, mais à l'époque, en fonction des opportunités qui amenaient une progression, on changeait de société, c'était bien vu. Alors que maintenant, on dirait plutôt que c'est de l'instabilité. Simultanément, les anciens de ma promo m'avaient demandé d'organiser un repas entre anciens, donc étudiants salariés de Dauphine.
Et à la suite de ce repas, tout le monde disait il faudrait qu'on se voie, on a des difficultés pour trouver des jobs parce que Dauphine n'est pas connu, les cabinets de recrutement ne connaissent pas Dauphine, on est en concurrence, notamment en marketing et en finance, avec les écoles de commerce, et il faudrait qu'on se retrouve pour faire un réseau. Et alors j'ai créé Carrefour Dauphine, qui existe toujours. Au bout de... Ce Carrefour Dauphine a été créé en 86, et il perdure. Et il y a eu 2 clubs de créés, il y en a un qui se porte moins bien que l'autre, mais le premier créé existe et fonctionne. Le deuxième fonctionne, mais moins énergiquement. Il faut dire qu'il y en avait un qui s'était orienté vers le loisir et l'autre vers le réseau culturel. Et c'est à la suite de dissensions que j'avais créé le deuxième Carrefour Dauphine. Donc, vie professionnelle normale. Le fil conducteur de ma carrière professionnelle était d'une part le développement, car on peut dire que je suis un spécialiste du développement. Et chaque fois que j'ai été débauché ou chaque fois que je suis rentré dans une autre société, parce que je me quittais la société où j'étais pour des raisons de conflit de stratégie ou de mésentente avec mes supérieurs hiérarchiques. Généralement, c'était le directeur général, le PDG ou le directeur de division. Hein. À ce moment-là, je m'orientais, je partais, où on me poussait vers l'extérieur en disant « ça va pas ». Et chaque fois, je rentrais dans des sociétés qui avaient des problèmes de croissance, voire de décroissance. Et l'intérêt que j'avais, plus que le salaire, c'était de développer l'entreprise. Et comme je l'expliquais tout à l'heure, j'avais une double vie. Cette vie associative auquel je tenais, par esprit de camaraderie et par idéal, et d'autre part cet esprit économique qui voulait le développement. Donc chaque fois que je suis rentré dans une société, mon passage a été positif, du moins au niveau des résultats. Évidemment, l'âge aidant et arrivant à la retraite, ma satisfaction, c'était de dire quand je serai à la retraite, je ferai ce que je veux, je n'aurai plus de contraintes, je ne serai plus obligé de subir les pressions à la fois de l'entreprise et des clients. Parce que quand on vend un produit, quel qu'il soit, le client, il faut lui donner satisfaction. Il y en a qui sont vraiment très difficiles à supporter, mais il faut supporter. Alors quand on arrive à la retraite, on se dit, je vais pouvoir faire ce que je veux et je n'aurai plus de contraintes. Donc, en effet, quand j'étais à la retraite, j'ai fait ce que je voulais. Il y a une grande satisfaction quand on est à la retraite parce qu'on a la liberté, on n'a plus de contraintes. Et ça, c'est très agréable. À côté de ça, on se rend compte que c'est plus jamais plus. Que vous venez de tourner une page et très rapidement, vous prenez conscience que vous devenez un has-been. Ensuite, vous manquez de projet. C'est une satisfaction immédiate. Et quand vous avez fait le sport que vous aimez, le vélo, le golf, le cinéma, les spectacles et bien d'autres choses encore, le bridge, eh bien, il y a un vide. Et il y a une grosse tendance à la désocialisation. Comme j'étais très intéressé par l'art, je suis allé suivre les cours de l'école du Louvre en auditeur libre, en ayant l'état d'esprit de dire je vais retrouver des gens qui prolongent leur vie étudiante ou leur vie culturelle
Et en fait, c'est faux. Les gens viennent au cours, disparaissent aussitôt, ont aidé, c'est la même chose, parce qu'ils ont leur vie familiale, les petits-enfants, etc. Et je me désocialisais. J'ai commencé à peindre. Et puis, mon binôme, avec qui j'avais fait ma thèse de doctorat, me faisait remarquer, Albert, lui, tu te désocialises. Moi, je suis rentré dans une association senior où c'est très intéressant. Tu devrais pratiquer, aller voir ces associations. Le problème, je me suis tout de suite aperçu, enfin, je ne me suis pas tout de suite aperçu, lorsque j'ai été libéré de la soif de faire toute activité en toute liberté. J'ai pris conscience, d'une part, que j'étais un has-been, que je n'avais plus les informations, car avec mon Carrefour Dauphine, j'étais l'un des plus âgés. Donc, mes camarades de faculté étaient encore dans la vie active. Et je m'apercevais que je perdais à la fois de la compétence et des connaissances de l'actualité, parce que j'étais plus dans le coup. Alors ça, c'est très difficile à supporter. Ensuite, on s'aperçoit très vite que la vie ménagère ou la vie du quotidien, et je m'en aperçois avec certains retraités que je vois. D'abord, votre épouse, elle vous fout dehors le matin parce qu'elle veut être tranquille. Donc vous allez faire le marché, et puis il y a certains hommes, ils vont faire du sport, mais aussi ils peuvent s'effondrer en disant après le repas, je fais la sieste, les mots fléchés, les chiffres et des lettres. Enfin, il y a une vie végétative. Moi, ça ne me convenait pas du tout. Et voyant, je souffrais de me désocialiser parce que les relations, ça me nuisait, puisque les gens qui sont en activité, vous ne pouvez pas les voir dans les journées. Donc il y a une solitude dans la journée. Si vous ne faites pas partie d'un club ou si vous n'avez pas une activité sportive, mais vous n'allez pas faire une activité sportive tous les jours. Donc là, on se désocialise, on perd, on n'a pas de projet constructif. Ça, le manque de projet. C'est pour ça que beaucoup de retraités cherchent une association comme les Restos du Cœur, comme l'assistance à la personne, etc. Ou vont en faculté senior. Bon. Donc, cet esprit de solitude et de désocialisation, elle est pénible à supporter. Puis il faut savoir aussi que votre femme, vous ne l'avez jamais autant vue. Votre femme, elle peut travailler, donc vous ne la voyez que pour les bons moments. Vous n'aviez pas ces corvées du quotidien. D'autre part, si votre épouse ne travaillait pas, elle s'occupait des enfants. Et elle restait à la maison, mais vous étiez à l'extérieur. Donc, il y a toute une adaptation qu'il faut savoir prendre à deux mains ou prendre raisonnablement pour reconstruire une vie qui va durer au moins 25 ans. Donc il faut gérer ces 25 ans. Et il faut se préparer à la retraite, quand on la voit arriver, en ayant déjà des projets, en fonction de ses aspirations. Donc, comme je n'ai pas de résidence secondaire, je voyageais beaucoup pendant mes périodes de congé, et mon budget, au lieu de passer dans la peinture pour le portail de la résidence, ou refaire la couverture, ou refaire le chauffage, moi, je le passais en voyageant. Donc, j'ai fait un peu tous les pays du monde et je voyais que la présence du français, contrairement à mon enfance où on vous disait avec le français et l'anglais, tu vas partout, il n'y a pas de problème, et bien maintenant, c'est avec l'anglais. Bon. Donc, après cette période des cours de l'école du Louvre, mon binôme m'a dit « tu devrais rentrer dans une association senior, tu verras, on est actif ». Et je suis rentré dans l'association qui s'appelle ECTI. Il y a 4 associations, ECTI, Agir, Faire et EG, qui sont des associations de seniors. ECTI, il y a 3500 personnes qui sont des cadres ou des dirigeants qui veulent avoir une activité. Et
on travaille gratuitement, on est transporté gratuitement et on intervient pour des missions courtes que les professionnels ne veulent pas, car trop coûteuses. Et c'est encouragé par la Commission de Bruxelles pour avoir des contrats, pour faire baisser le prix de revient des interventions. J'étais affecté au groupe des consultants, c'est-à-dire que quand les cabinets d'ingénierie demandaient des experts pour les missionner pour des missions qui étaient demandées par la Commission de Bruxelles, j'allais sur le fichier, je sélectionnais les gens qui correspondaient au profil et je proposais à ces cadres ou à ces experts d'intervenir. Et à cette époque, les pays de l'Union européenne qui venaient de l'Est, les pays de l'Est qui venaient dans l'Union européenne, ont choisi l'anglais comme langue de travail. Il y avait des pressions américaines, il y avait des pressions anglo-saxonnes, et les francophones n'étaient pas très actifs. Donc j'ai piqué un coup de sang, et j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire? Je me suis aperçu, lors de mes voyages, que dans les ordres, il y avait 200 ou 150 livres rédigés en anglais, une quinzaine en hollandais, une dizaine en allemand, 4 ou 5 en français, parce que les Français, ils sont radins, ils gardent leurs livres. Et quand on voyage, on attend beaucoup, donc on lit beaucoup. On prend dans une auberge un livre, on le lit, on l'abandonne dans l'auberge suivante, on en prend un deuxième, et voilà comment se fait le circuit des routards et des voyageurs. Donc, je me suis dit, on peut favoriser la pratique du français avec le livre. J'ai pas de moyens. J'ai toute une population de retraités qui a gardé, ma génération, qui a gardé les livres pour les donner à leurs enfants qui ont entre 35 et 45 ans, qui disent à leurs parents, tes livres, j'en veux pas. Donc, ces personnes ne veulent pas acheter leurs livres parce qu'ils y tiennent. Donc, je peux avoir le produit gratuit en leur disant, donnez une deuxième vie à vos livres en les donnant en bouquin volant. Alors, j'ai fondé le bouquin volant, et ça s'appelle le bouquin volant parce qu'au départ, je pensais distribuer des livres dans les files d'enregistrement à l'aéroport, mais compte tenu du terrorisme et du péage que risquait me demander l'aéroport de Paris, je me suis rabattu sur les lignes directes de car. Et il s'agissait de collecter les livres auprès du public. Donc nous les collections. J'ai donc fondé l'association Le Bouquin Volant avec 3 copains de fac. J'étais le seul retraité d'ailleurs. Nos épouses ont été inscrites dans l'association pour doubler les effectifs. Nous étions donc 8 et nous avons collecté des livres aux abords des marchés à Paris et dans les Hauts-de-Seine. Et l'accueil a été exceptionnel. On nous félicitait en disant que c'était une très bonne idée. Donc, nous avons été alimentés en livres. Ça, c'était pour avoir le produit gratuitement. À côté de ça, j'avais une main-d'œuvre gratuite qui pouvait se manifester avec tous les retraités qui cherchaient un projet autre que l'assistance à la personne, les restos du cœur, etc. Donc, j'avais à la fois la main-d'œuvre gratuite et le produit gratuit. Qu'est-ce qui coûtait cher? C'était le transport. Eh bien, je faisais payer le transport par les organisations demandeuses. Et le bouquin volant s'est développé de cette façon-là. Alors, au départ, le transport était assuré parce que je mettais sur les sièges des cars, des lignes directes, un livre sur chaque siège, avec une petite languette bilingue français, russe, français bulgare, français tchèque, français polonais, en fonction de la ligne qu'empruntaient les livres. Et comme ça, la première année, j'ai distribué 5000 livres. Le bouquin volant, à ce jour, est une organisation avec 80 bénévoles. Depuis 2003, nous avons offert à des organisations réparties dans 80 pays, mais 90%
des livres offerts partent en Afrique francophone, le reste dans toutes les régions du monde. Hein. Le bouquin volant est animé par 80 bénévoles, ce qui permet, avec un taux d'absentéisme dû aux petits-enfants, aux vacances, aux grippes et aux voyages, 50% de présence de tous ces bénévoles. L'année dernière, en 2015, nous avons envoyé 186 000 livres. Nous avons maintenant un réseau de partenaires parmi les entreprises qui soit nous offrent des zones de stockage, soit nous offrent des transports gratuits, soit nous donnent des fonds pour financer un transport. Et nous avons un comité de soutien assez prestigieux où il y a 12 ou 14 académiciens, membres de l'Académie française, hein, plus des personnalités du monde littéraire et journalistique et médical. La grosse satisfaction que j'ai, je peux dire que c'est le chef-d'œuvre, l'un des chefs-d'œuvre de ma vie. Dans la mesure où j'ai eu une progression professionnelle très satisfaisante, une progression universitaire qui est intéressante et qui m'a passionné. Il faut dire que j'ai vécu les études à Dauphine, ça a été véritablement enthousiasmant, car c'était vraiment une culture extrêmement performante, avec des enseignants de qualité qui étaient soit des enseignants professionnels, soit des enseignants du monde extérieur, et on était en prise directe avec la vie économique. Et avec le bouquin volant, j'ai la joie du créateur d'avoir construit quelque chose d'important. Car maintenant, le bouquin volant est connu dans le monde entier et est sollicité. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, j'ai mis une organisation en place qui correspondait à mon idéal organisationnel, et j'ai réussi. Et quand je pense que ça sera probablement mon dernier mandat, car mon mandat de président s'arrêtera quand j'aurai 81 ans. Si j'accepte de prolonger mon mandat, ça sera en allégeant énormément, parce que je suis à temps plein au niveau de mon emploi du temps, et je ne quitterai jamais le bouquin volant, mais je serai à mi-temps, et j'espère que quelqu'un prendra le relais de la présidence. Et vraiment, quand on voit la satisfaction, la joie qu'ont les gens qui reçoivent les livres, quand on offre une bibliothèque à un village, ou qu'on équipe une école, où qu'elle soit dans le monde, ou qu'on équipe une bibliothèque, où qu'elle soit dans le monde, et qu'on voit les photos, parce que nous ne nous déplaçons pas. À la rigueur, en cours de voyage de tourisme, on peut prendre des contacts, mais le bouquin volant fonctionne avec un budget de fonctionnement de 15 000 € par an, hein, plus des fondations, des chèques, mais tout ça, c'est utilisé pour financer le transport de ces livres. Eh bien, ça fait vraiment chaud au cœur de voir la joie qu'on répand, notre rôle dans l'édifice de la culture, de la pratique de la langue et de la lutte contre l'illettrisme. Il faut voir les écoles, quand ils reçoivent nos livres, quand ils reçoivent des bandes dessinées, il faut savoir que pratiquement 15% des livres que nous envoyons sont des livres pour enfants, car nous luttons contre l'illettrisme par les enfants qui vont apprendre à lire à leurs parents. Hein ? Et ça, c'est une mission qui est exaltante.